Un, 2, 2, 3. 3. Bonjour à tous, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre, à vous abonner, à commenter sous les épisodes, à liker, à nous faire des retours. Merci beaucoup pour tout ça. Si vous souhaitez soutenir le podcast, on a mis un lien en description sous la vidéo. Ça permet de faire un don, ça permet de nous soutenir, de faire évoluer le podcast. Donc merci à tous ceux qui vont nous faire un don et bon visionnage à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Les Fameux, donc le rendez-vous du dimanche soir, un épisode qui sort tous les dimanches, donc toutes les semaines. On est disponible sur les 3 plateformes, YouTube, Spotify et Deezer. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre, à vous faire des retours en commentaire, à nous abonner, à liker si vous passez un agréable moment. Donc là, le rendez-vous de ce dimanche, c'est avec Vaiana, bienvenue. Merci pour ton accueil. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va parler entrepreneuriat, on va parler immobilier, on va parler passion, voilà, tout ce qui regroupe un petit peu les missions, les activités que tu peux mettre en avant. Donc si tu peux te décrire en quelques mots aux auditeurs, nous on se connaît un petit peu, pour qu'on ait un petit peu le contexte de qui tu es. Eh bien, donc moi c'est Vaiana, j'ai 36 ans, je suis organisatrice de randonnée équestre une partie du temps, ambulancière le reste du temps et entrepreneur le soir. Voilà, si on peut résumer ça comme ça. C'est bien résumé, rien que ça. Donc si on devait commencer par la partie entrepreneuriale, ta passion, les chevaux, comment c'est né dans ta jeunesse? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Eh ben, tout simplement, je suis née à côté d'un centre équestre. Donc déjà, ça aide pas mal, on va dire. Donc j'ai baigné dans cette passion des chevaux depuis toute petite, en fait. Je me souviens très bien de mon père qui m'emmenait régulièrement monter à poney, puis à grand poney, puis à chevaux, lorsqu'on vivait à côté de ce centre équestre. Puis après, la vie a fait que je me suis un petit peu éloignée de ce domaine, les études, la famille, la séparation des parents, tout ça. Et lorsque je suis arrivée dans le coin, parce que je suis pas du tout originaire d'ici, moi, en fait, hein, je suis originaire du Var, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, j'ai commencé à travailler là-bas. Et puis, il y a 13 ans maintenant, je suis arrivée ici. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, c'est pas possible de vivre dans cette région, dans le 04, sans reprendre l'équitation. C'est hors de question. Donc, j'ai cherché très rapidement un centre équestre où reprendre cette activité. Et très rapidement, j'y ai repris goût, j'ai passé mes examens. Et petit à petit, cette passion d'en faire un peu plus que juste un loisir est arrivée, est née. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à développer cette activité. J'ai mis une petite dizaine d'années, on va dire, au total, à passer tous les galops, faire les formations nécessaires. Et aujourd'hui, je suis organisatrice de rando, c'est-à-dire que j'organise des randonnées dans les Alpes de Haute-Provence et dans les Hautes-Alpes, principalement donc dans le secteur de Sisteron, dans le secteur du Dévoluy et dans le secteur du Queyras. Ok, trop bien. D'ailleurs, on mettra tous les liens en description de Vaiana si vous voulez prendre contact avec elle pour des renseignements, pour faire une randonnée, etc. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, du coup, quand tu as été dans le Var, à Aix-en-Provence, pour qu'on apprenne un petit peu plus qui tu es, ton histoire, ton parcours, quelles ont été tes études, quelles ont été tes passions à ce moment-là, vu que tu as arrêté le passion pour l'équitation. Voilà, si tu veux un petit peu nous décrire la personne que tu étais à ce moment-là. Eh ben, je faisais beaucoup de sport d'un côté et beaucoup de musique surtout de l'autre côté, et donc j'ai privilégié en fait ce côté-là, cet aspect-là, pour mes études universitaires. C'est-à-dire que je suis rentrée à la fac à Aix en licence de musicologie. Ok. J'ai donc une maîtrise en musicologie et un master en droit et politique des professions et activités artistiques, pour travailler dans le secteur culturel justement. Donc j'ai travaillé pour des boîtes de production, j'ai travaillé pour des compagnies, et puis, il y a eu un moment de ma vie, on va dire, il y a eu un événement dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, qui a fait que j'ai souhaité changer de voie. Peu de temps après être arrivée ici, justement. Et donc, c'est comme ça que j'ai totalement bifurqué à un moment donné. Ok. Et du coup, le déclic de te dire, je viens dans les Alpes de Haute-Provence, dans le 04, je vais me relancer sur l'équitation. Voilà. Comment c'est né? Tu as vite basculé dans l'entrepreneuriat. Alors non, au départ, non, j'ai pas basculé dans l'entrepreneuriat dès le départ. Je travaillais à mon compte à cette époque-là, mais dans le domaine culturel, donc c'était un petit peu différent. Je travaillais pour différentes structures. D'accord. Le déclic, ça a été après avoir acheté ma jument.
le premier en tout cas, le Ok. premier déclic, on va dire. Je me suis retrouvée, comme beaucoup de gens font, avec une jument jeune. J'avais pas du tout le niveau pour ça à ce moment-là, pas du tout les compétences, pas du tout les connaissances. Et donc, cette jument m'a poussée à aller me former lorsque je me suis rendu compte que le centre équestre où j'étais, en fait, était totalement débordé par le caractère et le tempérament de ma jument. Donc, j'ai dû trouver d'autres personnes pour aller me former. Et c'est là que je me suis dit, ah, il existe d'autres choses quand même que ce qu'on voit de manière assez classique dans les centres équestres dans le coin, c'est bien. Donc ça, c'est un premier pas, on va dire. Et qu'est-ce que tu as appris quand tu t'es formé? Parce que, par exemple, ça peut apporter des billes pour des hommes, des femmes qui peuvent pratiquer l'équitation, ou par exemple des personnes comme moi qui sont pas du tout de ce milieu. Voilà. C'était Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? donc à ce moment-là, j'ai dû me tourner vers l'éthologie. Donc l'éthologie, c'est l'étude du comportement de la science. Enfin, c'est la science qui étudie le comportement des chevaux ou de n'importe quels autres animaux dans leur milieu naturel. C'est comme ça qu'on apprend à comprendre en fait leur comportement, leur caractère, leurs attitudes, leur mode de communication et surtout leur mode d'apprentissage D'accord. entre eux. Ça, c'est très important. Et donc, c'est quelque chose dont on se sert ensuite pour arriver à communiquer avec les chevaux de manière beaucoup plus, comment dire, simple, beaucoup plus claire pour eux, en fait, pour pouvoir obtenir un véritable partenariat avec les chevaux, plutôt qu'un dressage dans la contrainte et par la force qu'on voit encore beaucoup, malheureusement, dans toutes les écuries plutôt classiques, j'ai envie de dire, où c'est encore un petit peu à l'ancienne, entre guillemets, on va dire. De plus en plus d'écuries se tournent vers l'éthologie et c'est très bien, on évolue, toute la jeune génération comme moi, qui s'est formée à l'éthologie dès le début, on va dire, de notre vie de cavalier. On se tourne beaucoup plus vers ça, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, parce qu'il n'y a pas à déconstruire quelque chose qu'on a déjà appris. On a directement été formé dans ce domaine-là. Mais effectivement, c'est pas toujours le cas pour d'autres. Du coup les éléments, c'est quoi? Tu vas apprendre peut-être le vocabulaire, la gestuelle, la manière de te positionner, Alors la c'est manière de leur surtout parler. ouais, une très grosse remise en question de notre attitude avec eux. Il y a une grosse partie d'observation, en fait, d'observation des moindres signaux du cheval. Par exemple, une attitude faciale, les oreilles qui se tournent, le port de la tête plus ou moins haut. Il y a une multitude de petits éléments comme ça, en fait, qu'on peut observer et qui permettent de comprendre dans quel état d'esprit est le cheval, qu'est-ce qu'il nous renvoie, qu'est-ce qu'il essaye de communiquer à ses congénères. Et en fait, on va se servir exactement des mêmes éléments pour communiquer avec eux. Donc notamment dans notre posture aussi, hein. Ça a été pour moi un très gros travail sur tous les micro-mouvements dont on n'a pas l'habitude, enfin qu'on n'a pas l'habitude d'observer. Ça m'a fait énormément travailler sur moi, sur ma posture, avec les autres notamment, hein, puisque ce qui marche avec les chevaux, ça marche aussi avec les humains, clairement. Donc ça m'a apporté beaucoup humainement aussi, en plus de mon travail avec ma jument, avec mes chevaux. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des exemples de faits sur les chevaux que nous, peut-être, on peut détecter lorsqu'on passe auprès d'eux, ou des personnes qui font de l'équitation? Alors un truc très classique, hein, par exemple, lorsqu'il se passe un incident, très souvent les gens vont dire: «Ah mais je comprends pas du tout pourquoi il s'est passé ça, pourquoi par exemple, mon cheval m'a jeté ou pourquoi mon cheval m'a bousculé, je l'ai pas vu venir, j'ai pas compris ce qui s'est passé». Nous en fait en étudiant ces comportements, lorsqu'on peut voir la scène, alors on n'y est pas toujours, donc c'est difficile a posteriori de le savoir, mais lorsqu'on est témoin de ce genre de scène, généralement, on analyse la situation de manière totalement différente et très rapidement, en fait, on va décrypter ce qui s'est passé. On va comprendre de manière tout à fait rationnelle que le cheval, soit il a essayé de te dire non une fois, deux fois, trois fois, et la quatrième, il t'a dit non beaucoup plus fort, ou alors il n'était pas dans le bon état d'esprit à ce moment-là, ou bien il comprenait simplement pas ce que tu essayais de lui demander, tout simplement. Donc ça nous permet déjà d'analyser ce genre de problème et ensuite de le résoudre dans la mesure du possible. Mais voilà, on a une partie dans ce travail-là de l'éthologie, on a une partie résolution de problèmes avec les chevaux. Justement, on en parlera aussi, c'est une part de mon travail, en plus de la rando. Et donc, je sais pas où on en était. Quand, par exemple, tu as des signaux comme quoi l'animal est en colère, voilà, si tu peux nous donner un petit peu des exemples de toi, ce que tu as pu étudier au niveau de la posture, Des exemples physiques, tu veux dire, par des exemple? oreilles, ouais, Ouais. pour que vraiment on ait la compréhension de tout ce que tu nous expliques. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Les oreilles couchées, par exemple. On va observer assez souvent des oreilles couchées en arrière chez un cheval. On a très souvent tendance à dire que ça veut dire qu'un cheval est de mauvaise humeur à ce moment-là. Pas du tout, en fait. Ça va dépendre de beaucoup d'autres signaux, beaucoup d'autres choses, de la position vraiment exacte des oreilles, mais aussi de tout le reste du faciès et de tout le reste de son attitude. Un cheval qui a les oreilles vers l'arrière ne veut pas nécessairement dire que le cheval est en colère, pas d'accord, etc. Il faut vraiment prendre en compte tout l'ensemble de ce qu'on observe.
Ça peut être que le cheval est simplement au repos, qu'il est simplement attiré par un bruit derrière lui. Il peut y avoir une multitude de raisons pour lesquelles il a ses oreilles en arrière. Il faut vraiment prendre en considération l'ensemble. Et on apprend justement à mettre en relation l'ensemble de ce qu'on peut observer sur un cheval. Et puis après, oui, ça dépend au cas par cas également. Ça dépend de la situation, bien évidemment. Ça dépend de ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a de l'agitation? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il est au milieu des autres chevaux? Est-ce qu'il est en train de brouter? Est-ce qu'il est en train de se reposer? Il faut vraiment remettre toutes ces attitudes dans leur contexte aussi. C'est très important. Donc, merci pour ces éléments-là. Donc, tu nous parlais progressivement de ton parcours, ta jument, la partie où tu as été obligé, entre guillemets, de te former. Et ensuite, comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai commencé à me former, à avancer. J'ai fait à ce moment-là pas mal d'attelages en fait, parce que je comptais rentrer en formation par la voie un petit peu parallèle du diplôme de meneur accompagnateur de tourisme équestre, puis d'accompagnateur de tourisme équestre, afin de rentrer en BPGEPS par la suite. Et donc, à ce moment-là, c'est là que tout a basculé. 14 avril 2015, j'ai eu un très grave accident en attelage. Donc là, je me suis retrouvée à l'arrêt complètement pendant plusieurs mois. J'ai passé 2 jours en réanimation, 15 jours à l'hôpital, à Gap, et ensuite, 2 ans en arrêt de travail. Ça a été une période très compliquée, en fait, très, très difficile, dans ma vie et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Mais, qu'est-ce que je fais, en fait, dans cette vie là, qui me plaît pas forcément? Qu'est-ce que je fais là, en fait, en quelque sorte? Qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je veux vraiment faire de la suite?» Finalement, j'ai la chance d'être encore en vie, parce que l'accident a quand même été, suffisamment grave pour, mettre ma vie en jeu, en fait, à ce moment-là et donc suite à ça, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais encore là, en fait? Qu'est-ce que je veux faire du coup de la suite de Ouais, ma page vie, du blanche, reste de ma vie?» s'offre Voilà, à grande moi. page qui s'ouvre en fait et ouais, grosse page blanche en fait. Et donc ça a vraiment été le virage à 90 degrés, on va dire, où j'ai Je commencé. te rejoins, j'ai vécu un peu ça. Pas autant grave. Je sais bien, j'ai suivi un petit peu ton histoire, effectivement, Pas autant j'ai vu grave que quelques toi, voilà, mais j'ai vu quelques éléments, effectivement, je pense qu'on se comprend assez bien sur ce sujet. Là, c'est une grosse remise en question de tout en fait, hein, quand on frôle la mort comme ça. Hem, donc là, j'ai vraiment remis absolument toute ma vie en question, voilà. Heu, avec des tu te pensées dis, parfois. let's go, qu'est-ce qui va m'animer? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Tout à fait, ouais, il y a un petit peu ça. Comment Dans je vais les être premiers temps, c'est même, mais pourquoi je suis encore en vie, en fait? Hmm. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis encore en vie? Ok. Pourquoi je suis pas mort? Donc des fois avec des pensées pas forcément noires, hein, mais des pensées, pas très positives en tout cas, on va dire. Donc ça a été une grosse période de réflexion, de remise en question. En plus, j'étais dans une situation personnelle, on va dire, affective, pas forcément très, positive non plus à ce moment-là. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé vraiment à ce moment-là, beaucoup de choses qui se sont effondrées, beaucoup de choses qui ont dû changer par la suite. Et c'est à partir de là que je me suis dit: «Mais, ouais, j'aimerais bien, malgré tout, hein, j'aimerais bien en faire, bien plus qu'une passion et vraiment aller me former». Simplement, cet incident, enfin cet accident même, on va dire, comment dire? A retardé énormément mes projets, puisqu'il a d'abord fallu le temps de la convalescence, puis de la rééducation. Donc j'ai perdu à peu près 2 ans, hein, sur, le «planning de vie» entre guillemets que je m'étais fixé, on va dire et ça ne m'a pas empêché, hein, malgré tout, de garder cette histoire et de me dire: «Je veux vraiment faire ça, en fait». C'est vraiment ça, là, le boulot dans lequel je suis en ce moment, mais ça ne me plaît pas. Je travaille dans la communication pour différentes structures. Ça ne m'animait pas du tout. Je me demandais assez régulièrement, à quoi ça menait, quelle était l'utilité de ce que j'étais en train de faire et donc petit à petit, ce projet a germé. Beaucoup de personnes me disent: «Mais moi, un accident comme ça m'aurait arrêté, j'aurais tout plaqué et tout». Moi, pas du tout, étonnamment. Au bout d'1 mois et demi, en fait, après l'accident, j'étais à nouveau à cheval. Ça a fait criser mon chirurgien, d'ailleurs, lorsqu'il a su ça. Mais bon, voilà et je me suis pas laissée abattre, en fait. J'ai toujours eu un caractère assez battante aussi, je me suis toujours dit: «Non, non, mais c'est vraiment ça que je veux faire, en fait, c'est vraiment ça qui me plaît». C'est à ce moment-là que je me sens le mieux, c'est à ce moment-là que, je me vide la tête, que j'oublie tout et je vois bien que je commence à développer justement, cette observation du cheval, cette relation avec ma jument et non, ça va pas m'arrêter, en fait. À quel moment a été le lieu où tu t'es dit, je vais faire ma première rando et quelle a été la date de la première randonnée? Tu parles de la première randonnée en tant que cavalière ou en tant que monitrice? Non, en tant que monitrice, où on va passer sur la basculée OK. nouvelle page blanche, entrepreneuriat. Alors la randonnée évidemment, en clientèle, on va dire, on s'y forme tout au long de notre formation, d'accompagnateur de tourisme équestre dans laquelle donc j'ai fini par, rentrer. Donc mes premières randonnées, je les ai, on va dire, accompagnées un petit peu en doublon avec la monitrice pendant cette formation. Comme une forme d'alternance. Oui, comme une forme d'alternance, comme un tutorat en fait, hein, tout Mhm. simplement. On apprend petit à petit à guider, un Donc, groupe de gens en c'est un sécurité. BPGEPS que tu passais, c'est ça? Alors au début, c'est la première formation que j'ai faite, c'est la formation d'accompagnateur de tourisme équestre, qui nous permet simplement d'accompagner des randonnées avec des clients. D'accord. Ça nous permet pas d'enseigner. Par contre, grâce à ce diplôme, j'ai pu passer par la Oui, suite parce que le BPGEPS, ça le permet BPJEPS. d'enseigner. Voilà, le Exactement. BPJEPS permet d'enseigner, ce sont bien, 2 choses différentes.
Donc petit à petit, donc j'ai appris à guider des randonnées. Ma première vraie grosse rando, on va dire que, ça a été le jour de mon examen puisqu'on a une randonnée en fait, sur laquelle on est, examiné en fin de formation. Donc avec, plusieurs clients où j'étais, ben, à la tête de cette rando et petit à petit, ben, en fait, j'avais déjà commencé mon activité équestre, j'avais déjà des chevaux en pension, à la maison, j'avais déjà ouvert mon activité, équestre, j'étais déjà donc, affiliée à la MSA. Et bah, dès que j'ai eu mon diplôme, en fait, j'avais déjà, des cavaliers à la maison, donc qui ont bénéficié de mes premières randos, à la journée. Et petit à petit, grâce à ces cavaliers qui m'ont, vraiment poussée vers le haut, aussi, hein, poussée vers la suite, j'ai commencé à organiser des randos sur plusieurs jours. J'en avais déjà fait évidemment à titre personnel, hein, comme cavalière et donc bah, très rapidement, j'ai organisé le tour du dévoluy sur 4 jours avec une de mes cavalières et donc bah, c'est par là qu'on a commencé, la saison de rando et ma carrière d'organisatrice de rando. Voilà, donc sur un itinéraire que je connaissais déjà plutôt bien, balisé, relativement facile et bah, petit à petit, on a évolué. Donc j'ai ouvert d'autres itinéraires, j'ai proposé d'autres randos et à l'heure actuelle, je propose donc non seulement des randonnées en gîte relativement simples comme celle-ci, avec, des itinéraires relativement simples, mais aussi des itinéraires pour des cavaliers beaucoup plus, avancés, beaucoup plus avertis, sur des itinéraires beaucoup plus techniques, donc du petit sentier de montagne avec beaucoup de dénivelé, donc avec des chevaux évidemment, hein, qui sont, bien habitués à ça et donc des séjours en bivouac. Donc là, on va pas dormir, en gîte tous les soirs avec tout le confort, on va dormir, sous la tente, en montagne, un peu n'importe où, là, on va et ça permet d'avoir beaucoup plus de liberté, du coup. Donc il y en a pour tous les niveaux, c'est ça qui est Il y en a intéressant. pour tous les goûts, pour tous les niveaux, Quand effectivement. tu as commencé à te lancer, quelles ont été les plus grandes difficultés ou les plus grandes peurs? Les plus grandes peurs, c'est la responsabilité qu'on a lorsqu'on amène des gens, en randonnée. Puisque, bah, moi-même, en ayant été victime d'un accident très grave, je suis parfaitement consciente, évidemment, des risques, parfaitement consciente des conséquences aussi, non seulement physiques, puisque, bah, même si ça ne se voit pas comme ça, j'ai un handicap définitif, et aussi, consciente des conséquences, judiciaires. Puisque, bah, cet accident, en fait, je l'ai eu avec un moniteur qui n'était, en fait, pas moniteur. Je l'ai appris en sortant de réanimation. Là, je me suis dit: «Ça, c'est le début des ennuis» et donc effectivement, derrière, pour que je puisse être indemnisée, on a été obligé d'ouvrir une procédure judiciaire qui a été longue, qui a été pénible. Il y a eu plusieurs expertises médico-légales. Ici, dans le coin et la dernière jusqu'à Grenoble, on a dû faire, délocaliser ces expertises. Ça a été vraiment, assez difficile physiquement, moralement. Donc je suis parfaitement consciente, en fait, de ces difficultés. Donc il faut savoir que, bah, j'ai fini par être indemnisée, hein, au bout de longues années, de procédure. J'ai eu gain de cause sur, l'intégralité de nos demandes. La personne a été condamnée, bien évidemment, donc c'est son assurance qui prend en charge, hein, même s'ils ont toujours la possibilité de se retourner contre lui, voilà. Mais donc en étant parfaitement consciente, en fait, de ces conséquences, évidemment, j'ai toujours quand même ça dans un coin de ma tête quand j'accompagne. Même si pour le coup, bah, je suis parfaitement en règle, hein, puisque non seulement je suis ATE, mais je suis aussi monitrice. Évidemment, je suis parfaitement assurée pour tout ce que je fais, mais on a quand même toujours ça dans un coin de la tête et toute la difficulté, c'est de ne surtout pas le montrer, en fait, aux cavaliers, de ne surtout pas le montrer à nos clients et justement, bien souvent, ils me disent: «Mais waouh, tu quand même vachement zen à certains endroits, là, c'est pas dangereux? Oh, mais les chevaux, ils vont passer là, vraiment? Mais tu sûr?» Du coup, je réponds pas, en fait. Je réagis pas, je réponds pas, je montre absolument rien. Même si, comme je dis, bah, toujours dans un coin de ma tête, j'ai ce petit truc dans ma tête qui me dit: attention, là, voilà». Mais je l'anticipe moi, je ne dis jamais attention. Je pense que ça, c'est un truc que j'ai appris aussi non seulement en formation et par l'expérience, hein. C'est-à-dire que le attention, bah, ça ne donne pas de solution aux gens, en fait, hein. Ils savent pas ce qu'ils doivent faire. À la limite, ils vont se crisper, ils vont tirer sur les rênes, ils vont être comme ça et ça va être encore pire, en fait. Ça va monter, tu vois, en mayonnaise avec le cheval, donc c'est absolument pas, productif. Et du coup, voilà, j'apprends à anticiper toutes ces situations dans un petit coin de ma tête. Je regarde tout ce qui se passe autour. J'ai toujours les yeux très loin devant, les oreilles partout autour, comme mes chevaux, hein, tu vois, qui font ça. C'est pareil. Heu, mais je ne montre jamais à mes clients, à mes cavaliers, que ça peut éventuellement être délicat à un endroit. Et au final, bah, ça se passe tout seul parce qu'ils se rendent compte assez rapidement que mes chevaux sont parfaitement habitués à ces situations, qu'ils bougent pas, qu'ils sont parfaitement en sécurité dessus. Et du coup, bah, à la fin de la journée, ils sont là: «Waouh, mais c'est trop bien, tes chevaux, ils passent partout, c'est génial». Oui, effectivement, mais la rando, c'est un métier particulier, c'est des chevaux particuliers aussi qui sont formés d'une manière particulière, parce que c'est pas du tout le même métier pour eux que, de faire du club dans une carrière le mercredi et le samedi avec des enfants, par exemple. On forme pas du tout les chevaux de la même manière, selon ce à quoi on les destine. Voilà, selon qu'on les destine à l'enseignement avec des débutants, selon qu'on les destine à la compétition de haut niveau, que ce soit en dressage, en CSO, peu importe, ou selon qu'on les destine à la randonnée. On a vraiment Et toutes sortes de chevaux. du coup, toi, tu as combien de chevaux? Et pour les personnes qui seraient intéressées de venir faire des randonnées avec toi, comment ça se passe? C'est-à-dire,
est-ce qu'ils sont obligés de venir avec tes chevaux ou est-ce qu'ils peuvent venir Ouais. avec les leurs? Comment ça se passe? Alors justement, j'ai tous les cas de figure. J'ai donc une dizaine de chevaux en ce moment à la maison. Donc comme on dit, Rien que ça. ouais, rien que ça, bon, on va dire que pour une écurie classique, 10 chevaux, c'est une petite écurie, hein, dans l'ensemble. Petit à petit d'ailleurs, on trouve des trucs en fait, hein, pour s'organiser, pour avoir le moins de boulot possible. Par exemple, je nourris pas, hein, le matin et le soir. J'ai un tracteur, je leur mets les bottes de foin à volonté dans un râtelier, ils se débrouillent. Voilà, j'ai appris petit à petit à trouver des solutions pour me fatiguer le moins possible, hein, déjà. Donc pour les cavaliers, donc ce dont tu viens de me parler, ils peuvent venir avec mes chevaux. J'ai suffisamment de chevaux pour accueillir tous les types de cavaliers, tous les niveaux, qu'ils soient totalement débutants ou beaucoup plus avancés. Alors évidemment, certaines randonnées seront accessibles en fonction de leur niveau, bien sûr, mais ils peuvent aussi venir avec leurs chevaux. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que mes confrères, consoeurs qui organisent des randos font assez peu, parce qu'ils sont toujours un petit peu frileux, c'est toujours un petit peu délicat des fois d'accepter des chevaux Parce qu'ils extérieurs. connaissent pas l'animal. Ils connaissent pas évidemment les chevaux en question, ni le cavalier, ni le lien entre les deux. Donc évidemment, on va discuter quand même un petit peu longuement par message, par téléphone, avec les personnes qui veulent venir avec leurs chevaux. Malgré tout, la plupart du temps, hein, dans les cas de figure que j'ai eus, ce sont des gens qui ont déjà bien l'habitude de randonner avec leurs chevaux, donc ça n'a jamais posé de problème pour l'instant. Évidemment, le prérequis, c'est qu'ils aient des chevaux parfaitement éduqués, donc qui ne tapent pas, qui ne mordent pas, par exemple, voilà, qui ne soient pas dominants, qui cherchent pas à botter les miens, à doubler les miens, sinon forcément ça va poser problème. Il faut que ce soit des chevaux qui soient bien codés avec les autres chevaux, qui acceptent de passer la nuit dans un parc à côté de mes chevaux, sans que ce soit la guerre et que Mmh. tout le monde arrache les fils, par exemple. Et des gens qui gèrent évidemment leurs chevaux, qui sont en mesure de gérer leurs chevaux, quelle que soit la situation. Donc on parle bien des conditions de la randonnée avant. Pour l'instant, ça n'a jamais posé problème, et donc je les accueille volontiers. Et une partie qui doit être quand même vachement prenante, ça doit être l'organisation. Et quand je dis l'organisation, c'est en amont, mais c'est aussi l'organisation pendant, Ouais. c'est-à-dire le traçage, où on va s'arrêter, comment on va faire dormir les animaux. Exactement. Voilà. T'as tout compris. Tout à fait. En fait, la randonnée en elle-même, quand j'accueille des clients, si tu veux, c'est un petit peu l'aboutissement de mon travail. Finalement, c'est le moment où j'ai le moins de stress, en quelque sorte, parce que bon, c'est quelque chose que je sais faire maintenant avec l'expérience, mais c'est surtout le moment agréable où je suis à cheval avec des gens, je vais partager ma passion avec ces personnes-là. Le plus gros du boulot, effectivement, c'est avant. Donc déjà, il s'agit de trouver des itinéraires, définir les étapes, en fonction du dénivelé, en fonction du nombre de kilomètres, en fonction des points d'eau aussi, surtout en montagne, surtout l'été lorsqu'il fait chaud. Donc on crée des itinéraires en fonction de beaucoup de contraintes. Donc toi, Donc celle-ci. tu dois faire beaucoup de reconnaissance. Alors la première étape, c'est sur la carte déjà. Je vais pas reconnaître partout parce que sinon ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. J'aime beaucoup randonner à pied aussi, mais il y a quand même beaucoup de kilomètres. Donc la première étape, ça se passe sur une carte. En gros, j'ai mes grandes cartes IGN, hein, tu vois, les cartes bleues, là, les top 25, c'est ça qu'on utilise. Je les étale là par terre, au milieu du salon, et je regarde dessus. Voilà, je me dis, il y a un secteur que j'aimerais bien aller faire à cheval avec des clients. Je cherche les points d'où je peux partir, par exemple, donc les points les plus accessibles par une route. Hein, ça peut être un centre équestre, une écurie, un grand parking, peu importe. Je vais chercher ça et ensuite je vais commencer par chercher toutes les étapes qu'on peut faire. Donc est-ce qu'il y a des gîtes? Est-ce qu'il y a des points où on peut bivouaquer? Je vais prendre bien évidemment, les sentiers existants, ça peut être des GR, ça peut être, des itinéraires VTT. Alors ceux-là, ils sont pas sur la carte. Je me renseigne, grâce aux offices de tourisme, tous les itinéraires qui sont déjà en ligne. Je me trace tout ça, je prends tout ça et je me dis voilà, grosso modo, je voudrais bien aller de ce point-là à ce point-là, à ce point-là, à ce point-là et cetera. Je répartis à peu près le nombre de kilomètres, à la louche et ensuite on regarde plus précisément par où on peut passer. À partir de là, j'ai un travail, vraiment de reconnaissance. La première étape, c'est, Google Maps, la vue satellite. Bah, s'il y a 2 traces côte à côte, c'est vrai qu'il y a un véhicule qui passe. Jusque-là, on n'est pas trop ennuyé, sauf s'il y a des barrières, on se renseigne. La deuxième étape, évidemment, lorsque ce sont des sentiers un petit peu plus, compliqués que ça, beaucoup plus fins, des petits sentiers en montagne, soit je vais voir en 4x4 sur une partie, puis ensuite je vais voir à pied, soit selon les moments, bah, je prends ma jument et j'y vais toute seule. Et puis si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis, voilà. Mais effectivement, il y a un boulot de reconnaissance. Évidemment, on communique aussi entre organisateurs, il y en a qui sont déjà passés par là, on est toutes un groupe de nanas organisatrices de rando dans le secteur, enfin dans le secteur élargi, on va dire, hein. Mais on se concerte, on Vous communique entraidez un entre petit peu, nous, hein. on s'entraide bien évidemment. On a tout un groupe WhatsApp, on s'envoie des petits messages régulièrement: «Ah bah tiens, là j'ai une galère, est-ce que tu peux me dépanner? Il me manque quelqu'un» ou alors ça peut être, «Là j'ai un gros boulot» ou voilà: «Est-ce qu'on peut être 2-3 à faire ça?» Voilà. Et du coup, bah, ça va apporter des renseignements aussi. «Tiens, toi, est-ce que tu t'es déjà passé par ce secteur-là? Tu connais? Tiens, tel chemin là, de là à là, est-ce que ça passe?» Ou bien là: «Ah bah non, finalement, on n'y passe pas, ça c'est impossible». Voilà, on va se renseigner comme ça avant d'aller voir. On va gagner beaucoup de temps déjà en amont
Je vais beaucoup faire appel aux offices de tourisme, mais aussi aux éleveurs, aux groupements pastoraux. Là, par exemple, ce matin, j'étais encore en train de discuter avec un éleveur pour savoir autour de quelle cabane garder ou par les bergers, en fait, autour desquels je peux m'arrêter sans que ça gêne, Bien sans que sûr. ça soit problématique pour eux. Le but, c'est de cohabiter en montagne tous ensemble, dans les meilleures conditions possibles. Et bien évidemment, on ne débarque pas sur un bivouac n'importe quand, n'importe comment, sans prévenir de notre arrivée. Donc voilà, je prends contact avec. Quand je vais faire mes reconnaissances aussi, hein, c'est l'occasion d'aller les rencontrer, de rencontrer les bergers, les bergères, petit à petit. Donc je connais beaucoup de monde dans ces secteurs-là, petit à petit. Et c'est ce qui me permet d'avoir des points de bivouac sympas où tout le monde est en bonne entente. Ouais. Et en termes d'offres, concrètement, si on devait mettre des mots, qu'est-ce que tu proposes en termes de jours, de kilomètres? Voilà, est-ce que tu peux déployer un petit peu toutes les offres que tu peux proposer en termes de randonnée? Alors, je propose de la balade, à la demi-journée, jusqu'à la balade à la semaine, enfin jusqu'à la grande randonnée à la semaine du coup. Donc des gens, totalement débutants, je peux les prendre jusqu'à 2 voire 3 jours. J'ai des itinéraires adaptés avec des hébergements adaptés. Jusqu'à 2 à 3 jours, c'est tout à fait faisable pour des gens même qui n'ont jamais monté à cheval. Ça m'arrive chaque année d'avoir des demandes, de gens, ou alors qui ont fait du poney quand ils étaient enfants, qui veulent, se remettre un petit peu à cheval parce que ça leur fait plaisir. Il y a aucun souci, Par il exemple, moi, je suis débutant. y a pas de Je problème. pars Demain, sur, tu viens, je te mets sur un cheval, il y a pas voilà, de souci. je pars 2-3 jours avec toi. Ouais. J'ai pas de notion. En 2-3 jours, on fait combien de kilomètres? Alors, en 2-3 jours, on fait entre 15 et 25 kilomètres par jour. Donc, je te Ok. laisse multiplier par le nombre de jours. Voilà. Tout dépend du niveau, tout dépend du dénivelé pour les chevaux. Tout dépend des hébergements, parce qu'évidemment, la plus grosse contrainte qu'on a, en fait, finalement, c'est l'hébergement, y compris l'hébergement des chevaux. Alors, on a plusieurs solutions, hein. Quand on a des gîtes qui ont des parcs pour les chevaux, c'est royal. Sinon, en montagne, c'est plus souvent en ligne d'attache la nuit. Tout est faisable avec un petit peu de contrainte malgré tout. Et quand t'as des positionnements avec des gîtes, comment ça se passe? Toi, tu vas en amont, par exemple, pour amener de la nourriture pour le soir, pour faire le ravitaillement, ou alors vous portez tout? Comment ça se Ça passe? dépend. Un des principaux gîtes dans le secteur, par exemple, avec qui je travaille, c'est eux qui nous fournissent tout le soir lorsqu'on arrive. C'est eux qui gèrent les repas le soir, le lendemain matin et même le pique-nique du lendemain. Par exemple, ils ont des parcs pour les chevaux, ils ont du foin. Franchement, il y a qu'à prendre des affaires pour la nuit, c'est royal. Ça, c'est la meilleure situation, on va dire, c'est la plus simple qui puisse exister. Lorsqu'on part en bivouac, ça va être un petit peu différent. Soit je sais qu'il y a de l'herbe là en dos à bivouaquer, dans ce cas-là, tout va bien. Soit j'emmène du foin en amont, D'accord. d'où Donc, l'intérêt. je vois que c'est l'offre au-dessus des 2-3 jours. Voilà, un petit peu, c'est ça, un petit peu plus, un Un peu petit peu plus plus, longue. voilà, un petit peu plus longue, un petit peu plus technique pour des gens déjà un petit peu plus habitués, on va dire. Donc d'où l'intérêt justement de prendre contact avec les bergers, avec les éleveurs. Ça me permet d'aller déposer du foin, à proximité de certaines cabanes de bergers, pour, l'étape des chevaux. Et dans ce cas-là, effectivement, on prend toutes nos affaires avec nous, donc sur les chevaux et sur un cheval bâté, donc un cheval de bât qui va porter uniquement du matériel. Ah oui, Donc il y a un bât tu dessus. peux prendre un cheval en plus Un qui va. cheval en plus, c'est ça, tout à fait, qui va Ok. porter la tente, par exemple. La tente, le matériel, les matelas, les duvets, le ravitaillement pour, la durée de la randonnée. Et comment tu le drives du coup? Parce Et ben, il s'arrive tout seul. c'est vrai Ça, il c'est est, l'intérêt d'avoir des chevaux bien éduqués. il est vraiment éduqué pour. Ouais, enfin, elle est pas spécialement c'est une jument en l'occurrence, elle est pas spécialement éduquée pour ça, mais en fait, mes chevaux vivent tous ensemble en troupeau. Ce qu'on voit très souvent dans des centres équestres, c'est qu'on a des chevaux qui vivent 2 par 2 ou par petits groupes dans des paddocks, séparés les uns des autres. Ça, du coup, c'est beaucoup plus compliqué à gérer en randonnée parce qu'on va pas avoir un groupe, stable qui se connaît, qui a l'habitude de fonctionner tous ensemble. Ok. Moi, mes chevaux, ils vivent en permanence tous ensemble. Ils ont leur hiérarchie, ils ont chacun leur rôle. Donc je sais, en fait, qui va être dominant, qui ne va pas l'être, qui va suivre qui. Ils sont tous en troupeau, mais malgré tout, il y a des petits groupes qui se forment à l'intérieur de ces troupeaux. Donc ça aussi, hein, c'est ce qu'on apprend à étudier, à observer en éthologie. Et tu mélanges les femelles et les mâles? Alors oui, je mélange femelle et mâle. En l'occurrence, j'ai en ce moment que des femelles, donc voilà. J'ai pas de mâle non castré, à part un petit poney. Ça, c'est un autre sujet, on va dire. Évidemment, je mélangerai pas dans mon troupeau des mâles non castrés. J'ai pas envie d'avoir des poulains sans contrôle, on va dire. Mais avoir des mâles castrés dans un groupe, c'est pas un problème du tout, hein. Ils font leur petite vie, ils trouvent chacun leur place, chacun leur rôle. C'est pas un problème du tout. Mais donc voilà, comme je te disais, mes chevaux vivent tous ensemble en permanence. Du coup, ils ont l'habitude de fonctionner ensemble. Évidemment, je pourrais pas mettre devant, par exemple, un cheval qui serait totalement dominé. Ma jument est forcément très dominante. Les juments qui sont devant sont forcément très dominantes. Si je veux les tenir derrière, ça ne marche pas. Et pour le coup, la jument de batte, du coup, c'est une jument qui est totalement dominée par tout le reste du groupe, et donc qui ne va pas chercher à faire sa propre vie, qui ne va pas chercher à partir ailleurs, qui ne va pas appeler les autres, par exemple, pour partir ailleurs. Elle va juste se contenter de suivre le groupe.
parce que c'est son rôle naturellement. Donc c'est pour ça que je l'ai choisie elle. Je pourrais pas choisir pour ce rôle-là une jument qui serait très dominante et qui serait tentée de faire sa propre vie et d'appeler le reste du groupe pour changer de direction, par exemple. Ça ne marcherait pas. Donc, il y a tout un travail d'observation aussi en fait de mon troupeau avant. Lorsqu'on choisit nos chevaux, justement, il y a tout un temps d'adaptation. On observe ces rôles-là et il y a des chevaux de temps en temps avec qui ça fonctionne pas, qu'on peut pas garder, par exemple, parce que ils ne s'intègrent pas au troupeau ou alors ils vont pas trouver une place qui convient au rôle que je voudrais leur donner. Par exemple, on m'a proposé quelquefois des chevaux au pair, c'est-à-dire des chevaux qui sont en pension à la maison, mais que je peux utiliser en clientèle. Euh, j'ai refusé parce que je savais que ce cheval-là, ça ne ferait pas. Alors déjà, bon, il aurait fallu des cavaliers de bon niveau parce que c'était quand même un cheval avec un passif un petit peu difficile, puis avec beaucoup d'énergie. Mais en plus, je savais que je ne pourrais pas lui donner le rôle dont j'avais besoin à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des tranches tarifaires pour qu'on ait un petit peu des notions de si je veux venir à la demi-journée, venir par exemple expérimenter sur 2-3 jours, partir sur un bivouac un petit peu plus long, pour qu'on ait une idée représentative de ce que ça peut coûter en termes de budget une rando avec toi. Tout à fait. À la journée, les tarifs, c'est entre 85 et 95 € à la journée, sachant que donc les personnes portent leur pique-nique. Sur 2 jours en gîte, donc vraiment tout compris, hein, repas du soir compris, nuitée comprise, en gîte, pique-nique du lendemain compris, tout compris, on est à 270 € sur 2 jours. Et donc après, je laisse faire le calcul sur 3 ou 4 jours. Ça dépend évidemment toujours un petit peu du coût des gîtes ou des hébergements. sûr. Évidemment, les séjours qui sont en bivouac, forcément, ça va être moins cher. Oui, puis ça va dépendre aussi des saisons, pleine saison, basse Moi, saison. pas tellement, parce qu'en fait, les coûts, on va dire, les frais ne sont pas différents d'une saison à l'autre. Donc, puis on a déjà une activité qui est très saisonnière, en fait, hein. L'activité de rando, elle est essentiellement entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Donc, ça dépend plutôt du coût des hébergements. Donc, forcément, quand on est sans bivouac, le coût de l'hébergement est quasiment nul. Donc, forcément, ça réduit un petit peu les coûts. Lorsqu'on est en gîte tous les soirs sur 5-6 nuits, par exemple, tout de suite, le coût va être un petit peu plus important. Ok, et du coup, tu peux prendre jusqu'à environ une dizaine de personnes, c'est ça? Alors moins que ça, non, beaucoup moins que ça. Je prends 4 à 5 personnes par groupe, en D'accord. général. 6 grand maximum lorsqu'ils ont leurs propres chevaux, lorsqu'il y a au moins une partie de la clientèle qui a leurs propres chevaux et qui gère vraiment leurs propres chevaux. Je ne vais pas au-delà de ça. Alors déjà, pour des questions d'assurance, hein, au-delà de 8 personnes, on n'est pas assuré, ou alors il faut un deuxième accompagnant pour commencer. Et surtout, je trouve ça beaucoup plus sympa, en fait, beaucoup plus facile à gérer, que ce soit pour la sécurité ou même pour la convivialité. Mhm. D'avoir 4-5 personnes, le soir, tout le monde peut discuter avec tout le monde. À la fin de la semaine, tout le monde connaît tout le monde. Alors que lorsqu'ils sont 10, ça te fait des grandes tablées le soir et souvent, à la fin de la semaine, il y en a qui connaissent toujours pas celui qui est à l'autre bout de la table, quoi. Mm. C'est un petit peu dommage. Même pour moi, je trouve ça beaucoup plus sympa d'apprendre à connaître tout le monde, de pouvoir discuter avec tout le monde, de rencontrer vraiment tout le monde. Ça donne des échanges humains beaucoup plus sympathiques, je trouve, que lorsqu'on est un groupe de 10. J'ai une consoeur qui fait ça pas très loin dans le coin, donc il y a une stagiaire en général par an, et je la croise de temps en temps dans certains massifs avec du coup 10 chevaux derrière elle. Je me dis waouh, elle a du Costaud. courage quand même costaud, parce que moi quand je me retourne et que je crie à la fin de la journée, j'ai plus de voix, quoi. Déjà lorsqu'ils sont 4, elle en a 10, je sais pas comment elle fait. Après, elle a de la poigne, hein, elle a du caractère, elle a de la poigne, c'est cool. Mais je me verrais pas faire la même chose, quoi, clairement. Si tu devais un petit peu quantifier sur la période de avril à octobre, tu arrives à faire à peu près combien de randonnées? Alors là, cette année, j'en ai beaucoup plus que les années précédentes parce que j'ai développé de gros partenariats cette année avec 4 tours opérateurs spécialisés dans le domaine équestre, dont Decathlon Travel, qui est quand même un très gros partenaire qui donne une visibilité énorme dans le monde entier. Mais c'est très connu. Ouais, très connu, effectivement, hein, on les voit passer partout. Et je me suis lancée cette année donc de leur demander un partenariat et ça marche très très bien, effectivement. Là, récemment, j'ai eu une jeune fille qui venait du Luxembourg, notamment. Voilà. Et donc, forcément, j'ai dû remettre plusieurs dates sur plusieurs randos sur la saison. Donc là, j'ai une bonne dizaine de randonnées là, cette année sur plusieurs jours, plus les randos comment dire, qui s'intercalent, où des gens me demandent des dates bien précises hors des dates que j'ai fixées moi. Ça, c'est souvent sur 2 jours. Ça, j'en ai plein là dans la saison qu'on m'a demandé. Donc, c'est sur des plus petits effectifs. C'est souvent un petit peu personnalisé, on va dire. Et hors, évidemment, des randos à la journée où ça, j'en ai toute la saison, forcément. Les années précédentes, j'en avais peut-être à peu près la moitié. Et du coup, si tu devais un petit peu nous résumer en quelques mots ce que tu fais également à côté avant qu'on passe dans la partie un petit peu immobilière. Ça fait pas mal de temps aussi que tu es ambulancière à côté. Tout à fait. Comment tu jongles entre les deux et surtout, ça représente quoi, toi, ton rôle d'ambulancière? C'est quoi les valeurs autour de ça?
Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, hein, donc j'ai eu ce très grave accident en 2015. Suite à ça, j'ai vraiment tout remis en question et à ce moment-là, j'ai eu, besoin de, changer de vie, changer de métier et retrouver un métier, en fait, qui avait du sens pour moi, qui prenait du sens. J'ai, évidemment, bon, commencé par faire, la formation agricole aussi, hein, sachant que j'avais ce projet, équestre et donc suite à ça, j'ai commencé par bosser dans une structure agricole où ça s'est, très mal passé, très mal fini, on va dire. Voilà. C'est un sujet, d'actualité, hein, on en parle beaucoup en ce moment, les violences, sexistes, sexuelles, pédophiles et cetera. J'ai tout simplement, enfin, pas moi en l'occurrence, mais, les salariés que j'avais, sous ma responsabilité ont fini par découvrir qu'un de mes 2 supérieurs était condamné pour pédophilie et à partir du moment où j'ai, découvert ça, enfin que mes salariés du coup sont venus m'en parler, puisqu'ils sont venus m'en parler lorsqu'ils ont eu, des doutes sur son comportement avec une jeune femme qui Mmh. travaillait avec nous et qui avait des enfants. Et donc en fait, lorsque ma hiérarchie a su que j'étais au courant, on m'a clairement menacée de me mettre au placard, tout simplement. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis jamais revenue. Voilà, donc ça finit avec une fin de contrat, laborieuse, on va dire et houleuse, mais j'ai réussi à en sortir, comment dire? Facilement, on va dire de mon côté et avec tous les avantages, on va dire et donc à partir de là, j'ai, voilà, à nouveau eu une grosse, période de remise en question. Je me dis: «Mais, qu'est-ce que je fais maintenant?» Vers quoi je me tourne? Et en fait, à ce moment-là, j'étais très, très proche d'une personne qui était, ambulancier depuis, très longtemps, qui avait beaucoup d'expérience dans ce métier. Donc on a eu l'occasion d'en discuter, longuement plusieurs fois et donc c'est, grâce à lui que j'ai, découvert ce métier, en fait. Alors évidemment, dans ma convalescence, j'avais aussi eu affaire De à l'autre ce côté. milieu-là, hein, de l'autre côté, du côté patient, hein, donc sur un brancard. J'en ai longuement discuté donc avec cette personne et petit à petit, j'ai découvert, les dessous de ce métier, comment ça s'organise, les horaires, les contraintes, les bons côtés, les moins bons et j'ai, décidé d'aller faire la formation. Donc en 2021, j'ai commencé par faire la formation d'auxiliaire ambulancière à Annecy, au CH et à l'Aftral d'Annecy. Meilleure période de ma vie, franchement 15 jours au bord du lac d'Annecy, c'était cool. J'étais déjà embauchée en fait à l'issue de cette formation. J'avais, démarché déjà, plusieurs entreprises et j'étais donc déjà embauchée avant même d'avoir fait, avant même d'avoir fini ma formation en fait, avant même d'y être rentrée même, tellement on manque d'ambulanciers en France, pour te dire. Donc voilà, donc j'ai fait une première saison comme auxiliaire pendant, l'été 2021 et à l'issue de cette première saison, je suis rentrée en formation du diplôme d'État, assisteron, que j'ai donc fini, au mois de janvier 2022 et j'ai été embauchée en CDI en février 2022, donc juste à l'issue de ma formation. J'ai juste eu le temps de partir en vacances et de revenir. Selon toi, c'est quoi les Donc, caractéristiques qui fait qu'on manque autant d'ambulanciers? C'est la côté rémunération? il y a plusieurs choses. C'est un très beau métier humain. Beaucoup Hem, d'heures, peut-être la rémunération aussi? voilà, je vais y venir, hein, mais voilà, c'est un très beau métier dans le sens où on rencontre beaucoup de gens, on est utile à ces gens-là, on les accompagne, on les aide dans des moments difficiles, soit de blessures, soit de maladies, soit parfois de fin de vie. Par contre, c'est un métier aussi, très difficile moralement déjà parce qu'on voit toute la misère humaine. On voit des situations parfois très difficiles de souffrance, d'agonie, de décès, hein. Ça peut arriver, voilà, qu'on soit témoin de décès. Évidemment, c'est très mal rémunéré pour ce qu'on fait, pour ce qu'on voit. Il faut se dire que pendant, certains transports, on remplit des missions d'urgence pour le SAMU notamment, hein, donc pendant ces moments-là, on a quand même entre nos mains la vie d'une personne, potentiellement. Pas tous, hein, mais potentiellement. Et effectivement, on est très mal rémunéré, proportionnellement, aux responsabilités qu'on a dans ce métier, ça c'est clair. Hem et ensuite, il y a la question des horaires. On a un métier qui est un petit peu imprévisible, c'est-à-dire qu'on ne sait que la veille au soir à quelle heure on commence le lendemain matin, par exemple. Or, des périodes de garde sur des horaires fixes, plus ou moins. Et pas forcément à l'heure où vous finissez. Voilà, et par contre, c'est ce que j'allais dire, effectivement, on sait à quelle heure on commence, on ne sait jamais à quelle heure on finit. Donc ça, pour les gens qui ont une vie de famille, c'est très compliqué à gérer. Donc forcément, les gens, qui deviennent ambulanciers, la plupart du temps, ils le sont quelques années, 4, 5 ans. On dit que la, durée de vie d'un ambulancier, en général, c'est 4 ans à l'heure actuelle. Heu, J'en suis à ma 5e année, je suis contente. Je survis plutôt bien. Je peux monter le chat. Ouais, je fais monter les statistiques. Ça, c'est plutôt cool. Tout simplement aussi parce que, les ambulanciers n'ont pas toujours de bonnes conditions de travail. J'ai énormément de chance, en fait, d'avoir des patrons, extrêmement bienveillants avec nous. Déjà parce qu'ils ont été salariés longtemps, donc ils connaissent la dureté de ce métier. J'ai aussi donc des patrons qui me poussent clairement vers le haut, vers mes, objectifs, entrepreneuriaux, qui sont parfaitement au courant donc de mes projets à l'extérieur, qui nous poussent chacun à voler de nos propres ailes et ça, c'est super chouette. Par exemple, je peux poser, quasiment autant de jours, de congés, que je veux, dans l'année, sans solde, hein, évidemment,
mais sans difficulté. Je ne vais pas avoir des remarques, je ne vais pas avoir des bâtons dans les roues. Là, par exemple, tout l'été, hein, je vais pas beaucoup être là, clairement. Mmh. Ils ont déjà pris quelqu'un pour me remplacer et tout se passe bien. Voilà. Et ils sont très contents Ouais, que voilà. L'environnement, c'est ça, l'environnement professionnel, en fait, est vraiment sain et me permet de développer en parallèle mes projets d'entreprise. Et c'est vraiment quelque chose qui est formidable. J'ai énormément de chance. C'est pas du tout un cas général dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de patrons qui vont tirer du coup sur les salariés tout le temps parce que eux-mêmes, hein, les entreprises sont très mal rémunérées par la sécurité sociale. Hein. Le problème, c'est pas les patrons. Hein, je leur tape pas dessus du tout. Le problème, il est bien plus haut. Les sociétés d'ambulance, d'ailleurs, en ce moment, sont en grève. C'est pas pour rien. Il y a un grand débat hein, là-dessus sur les conditions de rémunération et les conditions de travail des ambulanciers. Il y a de nombreux sujets dans ce domaine, de nombreuses polémiques là-dessus. Voilà. Il y a de nombreux problèmes à résoudre pour qu'on ait un peu plus d'ambulanciers, parce qu'actuellement, il en manque à peu près 20 000 en France. Donc forcément, on est très vite embauché. L'avantage, c'est qu'on trouve du boulot facilement, clairement. Si on reste pas dans une boîte où ça se passe mal, on peut en retrouver ailleurs. J'ai beaucoup de chance, encore une fois, dans une très bonne boîte, donc d'y rester. Tous les salariés, d'ailleurs, hein, qui sont dans la même entreprise que moi, ils restent au maximum autant qu'ils peuvent. On a très peu de turnover. C'est pas le cas d'autres entreprises qui ont énormément de turnover, du coup, à cause de conditions de travail dégradées pour les salariés. À côté de ça, du coup, tu es une investisseuse? Je commence, Voilà. effectivement. Ça fait pas longtemps, ça y est, c'est signé. Ouais, j'ai signé là, le premier bien immobilier il y a à peu près 3 semaines et il est en location là depuis quelques jours, quelques semaines pour l'été et pour la suite aussi. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, une petite anecdote, c'est que ce bien immobilier, du coup, j'ai eu l'occasion de le voir. Ok, Je d'accord. connaissais une personne qui le louait, en fait, à un D'accord. moment donné. Oui, tu connaissais peut-être l'ancienne propriétaire. Oui, tu as interrogé l'ancienne propriétaire d'ailleurs. Et Ici même. ok, je savais pas. Oui. Mais du coup, le dessous est vachement atypique. Oui, tout à fait, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Mais oui, tu as invité l'ancienne propriétaire ici, c'est voilà, c'est elle qui me l'a vendu. Et ben nous, du coup, on s'était rencontrés aussi par un autre bien immobilier, du coup. Et du coup, pourquoi cette idée de l'immobilier? Comment ça t'est venu? Est-ce que, ben voilà, je me doute comment tu t'es formé, un petit peu aussi le déclic, combien tu as dû faire de visites pour trouver un bien immobilier? Voilà, on sait que c'est quand même assez dur, surtout au début pour se lancer. Donc, si tu veux nous Pas tant que raconter. ça. Pas tant que ça pour toi? Non, pas tant que ça. Voilà. Déjà, suite à l'accident que j'ai eu, forcément, j'ai touché une indemnisation qui représente une certaine somme assez importante. Donc, tu t'es dit, là, il faut que Je savais que j'allais la toucher, puisque ça fait de nombreuses années qu'on était en procédure. Hein. Le procès a duré 7 ans, tout de même, jusqu'à ce que je sois indemnisée. Donc je savais très bien à peu près combien j'allais toucher. Alors là aussi, faire attention, hein, j'entends beaucoup autour de moi, oui, mais t'as eu de la chance, machin. Non, j'ai pas eu de la chance d'avoir un accident, j'ai pas eu de la chance d'être à 2 doigts d'y passer, j'ai pas eu de la chance de perdre 2 ans dans ma vie. Cette somme-là, en fait, elle ne sert qu'à indemniser ce que je n'ai pas pu économiser pendant toute cette période d'arrêt de travail. Et après tout ce que tu as vécu moralement et physiquement. Aussi, voilà, tout à fait. Et donc voilà, en fait, elle ne sert qu'à compenser des pertes, finalement, passées et à venir pendant toute la période où ça a mis de la difficulté, finalement, dans ma vie. Évidemment, donc j'ai touché cette somme qui, malgré tout, est conséquente, on va dire. Donc pendant tout ce temps de la procédure, j'ai eu le temps d'aller me renseigner et de me demander qu'est-ce que je vais en faire. J'ai la tête sur les épaules, je savais très bien que j'allais pas la claquer comme ça. Je me suis dit, voilà, j'ai galéré un certain temps, maintenant je voudrais bien avoir un petit peu plus de liberté, être un peu plus libre de mes mouvements, pouvoir partir un petit peu quand je veux, comme je veux, en voyage par exemple, à l'étranger, ne pas être obligée de travailler en permanence si j'en ai pas envie à certaines périodes, et surtout pouvoir m'assurer des revenus stables en plus de la partie équestre. En sachant que j'ai pas envie de rester salariée toute ma vie, mes patrons le savent très bien d'ailleurs, ils savent que je serai pas là toute ma vie, et donc je cherche en fait une autre source de revenus, en plus de la partie équestre, qui elle est très saisonnière déjà, et surtout on sait que ça peut être très instable, on l'a vu avec le Covid. Évidemment, toutes les activités de loisirs comme celle-ci sont les premières à s'arrêter dans ce cas-là. Alors oui, certes, on nous a remboursé la différence de chiffre d'affaires entre l'année précédente et l'année du Covid. On a été indemnisés hein, pour tous ceux qui étaient entrepreneurs. C'était le cas normalement de toutes les entreprises en France. Et ça, faut le noter, parce que souvent, Faut le noter, souvent on effectivement. critique la France, mais Voilà, on critique la France, et puis j'entends encore beaucoup hein, pour des entrepreneurs un peu en difficulté. Oui, mais c'est pas ma faute, c'est la faute du Covid. Non, c'est pas la faute du Covid. C'est juste que t'as mal géré, c'est tout. Voilà. Donc non, c'est pas la faute du Covid. On a été très bien indemnisés à ce moment-là. Mais voilà, donc je cherchais une source de revenus relativement stable. Et un appartement, même s'il est loué pour l'instant en Airbnb, il peut tout à fait être loué au mois si une telle crise devait se reproduire. Mais en tout cas, voilà, j'ai longuement réfléchi à
qu'est-ce que je peux trouver comme source de revenus qui ne s'arrête pas, qui est stable, en plus donc de mon activité équestre, pour avoir plus de liberté. Le mot d'ordre, on va dire, à ce moment-là, c'était liberté. Je me diversifie et je vais chercher la liberté. Voilà, je vais chercher de la liberté. Qu'est-ce qui peut me permettre de ne pas être bloquée ici? Qu'est-ce qui peut me permettre de voyager comme je veux? Qu'est-ce qui peut me permettre de gérer cette activité de n'importe où, en fait? Donc, j'ai étudié plusieurs choses. J'ai commencé à me former donc sur la question de l'immobilier. Et ces dernières années, j'ai aussi commencé à me former au niveau business avec une entrepreneur qui fait à peu près la même chose que moi, qui est à la fois dans le domaine équestre et qui a des investissements immobiliers, qui est assez connue sur les réseaux pour ceux qui sont cavaliers, alias Lazik, alias Travel Cogirl d'ailleurs. Un petit coucou à elle, si, voilà, si elle passe par là, que je remercie énormément. D'ailleurs, c'est une formation qui m'a vraiment beaucoup apporté. Et c'est en regardant un petit peu effectivement son parcours, je me dis ah oui, ce que je suis en train de me dire là, c'est ouais, ça a l'air de tenir la route en fait. Voilà. Donc j'ai fait en même temps cette formation, en même temps que j'ai commencé à me former sur l'immobilier. Donc à chercher comment ça marche quoi, en fait, hein, comment ça marche, par où on commence, par où on s'y prend, quelles règles juridiques, quelles règles fiscales. Alors évidemment, comme on disait tout à l'heure, j'ai un parcours universitaire qui me facilite un petit peu la tâche, on va dire le fait d'avoir un master en droit. Il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui me disent ouais mais du coup tu t'en sers pas du tout, tu travailles pas du tout dans ce domaine-là. Ouais mais en fait c'est un sacré avantage que j'ai parce que c'est une démarche en fait, on apprend une méthodologie, on n'apprend pas que des lois, on connaît jamais toutes les lois françaises, hein, c'est pas possible, il y en a une armoire entière. Et puis ça peut Voilà. changer. Et surtout ça change, mais surtout on apprend où aller chercher de l'information en fait, où aller chercher ce dont on a besoin. J'ai appliqué la même méthode en fait hein, sur l'immobilier, sur les questions fiscales. Et très rapidement, ça m'a permis de monter en fait un projet à ce niveau-là et de définir quel type de bien je voulais chercher, quel type de bien je voulais trouver, dans quel secteur, sous quel régime, pourquoi, et d'être là où j'en suis actuellement. Donc je viens de signer le premier bien, voilà. Félicitations. Merci. Voilà. Mais sinon, niveau visite, tu disais un petit peu difficile ça. Non, pas tant que ça. J'en ai visité 3, je crois, il me semble. Ah oui, c'est très peu. Ouais, c'est très peu finalement. Il y a eu le tien, il y a eu un autre bien. J'avais fait une offre sur un autre bien. Et puis finalement, ça s'est pas fait parce que je sentais un petit peu la difficulté arriver. Il y avait un dégât des eaux, un endroit, ça me plaisait pas beaucoup. J'ai un petit peu l'impression que les propriétaires avaient pas très envie de prendre ça en charge. J'étais pas bien sûre que ça soit résolu à l'issue du compromis. Donc ça me chagrinait un petit peu. Et entre-temps, donc, j'ai visité ce bien donc, que tu connais. Et là, c'était le coup de cœur. En plus, on était nombreux à venir visiter ce jour-là. J'étais la première à visiter. Il y avait déjà les suivants qui attendaient au pas de la porte quand je suis sortie. Et en fait, je suis sortie de la visite et j'ai envoyé un texto à l'agent en disant je prends. Voilà, je fais une offre, attends. Donc on en a discuté un peu derrière. Il dit écoute, je te donne la priorité puisque tu es la première à avoir visité et la première à faire une offre par écrit, hein, par texto. Pas de souci. On a négocié un tout petit peu ensemble voilà, sur le montant. Pas énormément, mais le prix était déjà tout à fait correct. Et donc ça s'est fait rapidement, on a signé un compromis et donc j'ai signé là, il y a pas très longtemps. Ça a pris un petit peu de temps entre le compromis et la vente définitive parce qu'au départ, j'avais fait appel à un courtier qui n'a pas fait du tout son boulot clairement, qui m'a fait perdre un temps fou. Voilà, je voulais utiliser en fait un montage fiscal un petit peu particulier en société et il a fallu 5 mois pour qu'il me dise que lui ne soutiendrait pas ce dossier tourné de cette manière-là. Voilà, alors que je lui avais bien expliqué le pourquoi du comment du montage dès le départ. Donc clairement, un courtier dans cette histoire-là, ça n'a servi à rien. Donc au final, je me suis débrouillée seule en fait avec ma banque. Et C'est voilà, passé je voulais très bien. venir avec la banque, vu que tu avais un petit peu de la trésorerie par rapport à malheureusement ce qui t'est arrivé et tout ça. Est-ce que tu as quand même voulu créer de la dette avec l'effet de levier? Oui, clairement. Voilà. En fait, clairement, c'est ça que j'ai utilisé. Ça, c'est intéressant de le mettre en avant. Tout à fait. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai mis le moins possible d'apport, vraiment le strict minimum, et emprunté le maximum sur le reste de la somme pour effectivement utiliser cet effet de levier dont tu parles, créer de la dette, effectivement, et garder un maximum de trésorerie, à la fois pour pouvoir réinvestir sur d'autres biens en utilisant le même mécanisme, et aussi pour garder de la trésorerie de côté en cas de pépin, tout simplement, que ce soit dans ma vie courante ou que ce soit dans l'appartement en question, peu importe. Mais voilà, en tout cas, la technique, bon, pour tous ceux qui se sont formés un minimum à la question, maintenant on la connaît bien, hein, c'est effectivement garder le maximum de trésorerie, utiliser un maximum cet effet de levier. Créer de la dette. Voilà, et créer de la dette un max. Faire travailler la banque. Du coup, j'ai vu que tu avais fait pas mal de travaux dans le bien. Comment ça se non, passe? non, c'est pas. Non, Un petit peu quand même. Non, très peu. En fait, c'est l'ancienne propriétaire qui avait, qui avait fait beaucoup de travaux. Ça a été l'ancienne propriétaire. Ouais, c'est l'ancienne propriétaire en fait qui a fait beaucoup de travaux avant de vendre. Donc elle, du coup, a fait une belle plus-value sur ce bien lorsqu'elle a revendu.
Non, pour l'instant, j'ai pas fait de gros travaux. Je vais en avoir un tout petit peu, on va dire, d'amélioration à faire, mais vraiment rien de T'avais eu un petit peu rien de fou. des difficultés? Sur cet appartement? Ou tout s'est Non, bien non, non, tout s'est bien tout s'est passé? bien passé vraiment, OK. non, non, ça a roulé, super bien, pareil, merci énormément à l'agent qui s'est occupé de ça, Jean Corona, au top. Voilà, je recommande. Non, non, il s'est super bien occupé de ce dossier. La notaire à qui j'ai fait appel, donc c'était, l'étude notariale à qui j'avais déjà fait appel, enfin, avec qui j'avais déjà, acheté, mes premières terres, dont je suis propriétaire à Mison, donc sur lesquelles j'ai mon activité, équestre pour l'instant. Donc je suis repassée par la même étude, qui ont été pareil, hein, très réactifs, et ça s'est très bien passé avec eux. Non, non, le seul point, négatif dans l'histoire, c'était le courtier qui a servi à rien. Voilà. Dans l'ensemble, Ma banque tout s'est ouais, bien dans passé. l'ensemble, tout s'est bien passé, hein. Ma banquière a été super réactive lorsque je lui ai refourgué, le dossier, le notaire aussi, l'agent aussi, franchement, dans l'ensemble, ça s'est très bien Qu'est-ce passé. que tu dirais à une personne qui manque de confiance en elle ou en lui pour, entreprendre comme toi tu l'as eu fait, pour, à côté garder quand même une sécurité avec ton rôle d'ambulancière et à côté de ça vouloir investir? Enfin voilà, vu que tu as pas mal de spécificités de panel, quelqu'un qui a 2 doigts de se lancer, peu importe le sujet en fait, de dire, «Allez vas-y let's go». Quel message tu as envie de retranscrire? Vas-y, fonce, parce qu'en fait, il y a jamais de bon moment. On se dit très souvent: «Oui, mais je le ferai quand ça sera le bon moment. Là, maintenant, c'est pas trop le bon moment parce que ci, parce que ça, parce qu'un truc». Alors le bon moment, ça n'existe pas, il y en a pas. On peut toujours avoir de meilleures conditions, mais si on attend toujours les conditions meilleures, on fait jamais rien, clairement. Que ce soit pour l'entrepreneuriat ou pour autre chose, hein. Et surtout, ne pas écouter, les conseils de l'entourage. À moins que l'entourage, ait réussi dans ce domaine-là, à moins que l'entourage soit déjà entrepreneur, je dis souvent, à mon entourage, aux gens autour de moi, je leur dis souvent, «N'écoute pas les conseils des gens qui n'ont pas réussi dans le domaine dans lequel tu veux réussir». Voilà. Parce que ça va systématiquement être des mauvais conseils. Et du coup, C'est approuvé. de quelle personne tu as pu t'inspirer ou avec qui, du coup, tu essayes de discuter pour essayer de Et te tirer vers le haut? Parce que c'est vrai que c'est vachement difficile, hein, des ouais. fois, moi, j'ai un petit peu la même difficulté Ouais, de clairement. trouver des personnes qui souhaitent aller dans le même sens que toi. C'est super dur. Ouais, Ça, c'est super dur pour le coup, effectivement. D'où le fait que j'ai souhaité faire la formation donc, de Travel Cogirl, hein, donc de Léa Slatic, parce que du coup, ça permet d'avoir des échanges avec beaucoup d'autres entrepreneurs, souvent entrepreneureux au féminin, bien souvent, équestres pour beaucoup. Ça m'a permis de trouver par exemple une business partner, ça s'appelle business partner, qui est dans les Pyrénées, qui fait la même chose que moi, qui est organisatrice de rando comme moi. On s'est donc rencontrés grâce à cette formation. Mais effectivement, dans le secteur, dans le coin, c'est très difficile de trouver des gens avec qui parler d'entrepreneuriat et qui veulent faire la même chose, qui veulent se lancer. J'ai la chance dans mon entourage d'avoir quelques amis, soit qui entreprennent, soit qui veulent entreprendre, mais en tout cas qui ont cet état d'esprit ouais. de se tirer vers le haut, de me pousser aussi, avec qui on se met un petit peu gentiment des coups de pied aux fesses, on va dire, lorsqu'il y a besoin. Mais c'est très compliqué parce que la majorité de l'entourage ne comprend pas. Les plus grosses difficultés que j'ai eues, personnellement, ça a été avec l'entourage familial. J'ai eu des réflexions du genre, «Ah non, mais il faut pas vouloir ce qu'on peut pas avoir, c'est pas possible», bah si, en fait, tout est possible, faut juste se bouger, c'est tout. Mais non, tout est possible. Ça prendra peut-être du temps, ça sera peut-être difficile, personne n'a dit que c'était simple, mais quand on veut, on peut, vraiment. Et si, en fait, il faut vouloir justement sortir de sa zone de confort, il faut vouloir sortir de sa vie actuelle lorsqu'on veut avoir une vie différente, parce qu'en fait, c'est pas avec cet état d'esprit-là que les choses vont changer. Comme on dit souvent, même cause, même conséquence, c'est-à-dire que si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Si tu veux que ta vie change, si tu veux changer de vie, bah, il va falloir changer un truc, quoi. Et c'est le premier pas le plus difficile, en fait. C'est à ce moment-là que c'est difficile de sortir de sa zone de confort, de sortir de ce qu'on a toujours connu. Donc les premiers temps peuvent être très difficiles, d'où l'intérêt justement de trouver des gens qui vont dans le même sens. Et comme on disait, bah, dans le coin, ouais, c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Et toi, du coup, tu fais pas mal de randonnées. Si on devait faire un petit parallèle à titre perso, ta vision, tes objectifs, pour essayer de gravir un petit peu la montagne petit à petit, c'est quoi un petit peu tes objectifs ou ta vision? Alors déjà, je me mets toujours des objectifs, je me mets toujours de nouveaux projets. Lorsqu'il y en a plus, il y en a encore en fait. Voilà. Je sais pas en fait, hein, faire sans, je sais pas faire autrement. C'est une question peut-être de tempérament à la base, hein, déjà, mais je sais pas vivre sans projet. Après, on en parlait tout à l'heure en off, hein, mais j'ai un gros modèle, on va dire, dans mon entourage, Tu peux lui autour de faire une moi. dédicace. Tout à fait, exactement, et c'est elle que je vais dédier tout ça. D'ailleurs, c'est ma tante, Doris Lacombe, qui commence à être bah, assez connue elle aussi sur les réseaux, parce que ben, elle a commencé la moto à 80 ans. Actuellement, elle en a 83.
Et elle vient de faire 80 ans. ouais, à Incroyable. Dakar. Elle est allée acheter une moto dans la Incroyable. concession Yamaha à Dakar, à J'ai 80 envie balais. de la rencontrer. Du coup. Mais il y a pas de souci, je peux lui en parler. Je me suis dit justement ces derniers jours que ça allait certainement t'intéresser de la faire Ah ouais, venir. là, oui, c'est. Parce que c'est une personne extrêmement inspirante aussi, qui a fait énormément de Carrément. choses dans sa vie aussi. Et donc voilà, elle a commencé la moto à 80 ans à Dakar. Elle a 83 ans, elle revient de 20 000 km de road trip en Afrique à Ouais, moto en si tu nous 125. écoutes, bravo. Voilà. Aujourd'hui, en ce moment même, elle est au Toulouse Adventure Festival, en train de faire une petite interview sur ses aventures. Et lorsque j'ai une difficulté, lorsque j'ai un coup de mou, je pense à elle en fait souvent. Et je me dis non mais en fait si elle peut le faire à 80 ans, tu vas le faire aussi en fait. Enfin c'est bon. Si à 80 ans elle s'est mise à la moto et qu'elle a fait 20 000 bornes en Afrique, alors hormis évidemment les personnes qui ont de lourds problèmes de santé, etc. Bien sûr c'est un âge, on sait que voilà, tout le monde n'est pas dans la forme olympique qu'elle est. Mais voilà, très souvent je me dis non mais attends, si elle peut le faire à 83 ans, tu peux le faire aussi en fait. Donc tu vas te bouger. Tu vas prendre une douche froide, tu vas te bouger le cul, tu vas le faire en fait. Voilà. Souvent c'est comme ça que ça se passe quand j'ai pas envie, quand je procrastine ou quand je dis ah punaise ça marche pas, ça m'énerve. Voilà, c'est un petit peu le moteur de ma motivation. Ok, trop bien. Avant qu'on clôture l'épisode et que je te laisse le mot de la fin, j'ai passé un agréable moment. Donc si vous avez passé aussi un très bon moment, pensez à partager l'épisode, à liker, à vous abonner. Merci pour tout ça. Également, vous pouvez commenter parce qu'on n'a pas pu parler de tout. Donc, comme ça, tu pourras les Je dire. répondrai si on a Voilà, effectivement ça des exactement. commentaires, des demandes, Il y des aura du interrogations. coup tous les liens de volontiers. Vaiana en description pour simplement aller lui parler ou alors pour prendre contact sur des renseignements pour ses randonnées ou même sur l'entrepreneuriat de manière générale. Je pense qu'elle est ouverte par rapport à tout ça. Tout à fait. On a une petite tradition pour clôturer l'épisode, c'est nous résumer en un mot ou en une phrase ta philosophie de vie de manière générale, ta carte blanche pour le mot de la fin. Qu'il faut avoir de la volonté, clairement. Il faut se bouger. Le mot de la fin pour moi, ça sera mais bouge-toi le cul en fait. Voilà. Ok, merci d'être venu et abonnez-vous. Ha ha ha!